Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift. Aujourd'hui, on va faire un épisode sur lequel on n'a pas encore discuté en 160 épisodes de l'industrie. On en a parlé un peu en filigrane dans certains épisodes, notamment sur le marché des quotas carbone et sur d'autres, mais on n'en a pas parlé de façon directe et aujourd'hui, ça devient un peu indispensable d'en discuter parce qu'on parle beaucoup de relocalisation, on parle beaucoup de l'impact de l'industrie sur la transition énergétique, sur la transition écologique. Et pour ça, je suis avec Anaïs Vagilis. Bonjour. Salut, comment ça va ? Ça va plutôt bien. Ouais, Enfin, il y a un rhume, il faut prévenir malade, les gens. Mais, j'ai un rhume. mais on a une heure pour discuter et tu vas voir, au bout d'une heure, tu te sentiras beaucoup mieux. Je suis très content d'enregistrer avec toi. J'ai découvert ton travail notamment parce que j'avais participé au Festival des idées de chaleur humaine et que tu avais fait une intervention justement sur la décarbonation de l'industrie dans laquelle tu devais apporter une idée clé, ce qui devait être compliqué pour toi qui travaille dans ce secteur depuis 10 ans. Tu devais apporter une idée clé pour transformer l'industrie. Et puis je te laisserai du coup parler de cette idée un peu plus tard. L'idée de cet épisode, c'est qu'on comprenne pourquoi est-ce que c'est important, la réindustrialisation, l'industrie d'une façon générale, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer d'une façon générale. Et pour commencer, je te propose de te présenter rapidement. Donc, je suis Anaïs Vagilis, j'ai la particularité d'avoir une double casquette. Je suis à la fois chercheuse associée au CEREJ, qui est un laboratoire de l'IAE de Poitiers, et en parallèle, je suis directrice stratégie RSE d'un groupe industriel de la chimie qui s'appelle Humens, que j'ai rejoint récemment. Et ça fait environ 10 ans que je travaille sur le sujet de l'industrie. J'ai commencé ma thèse en 2015 sur la réindustrialisation. Je l'ai fini depuis quand même, heureusement, au cas où les gens s'inquiéteraient. Tu as fait ton premier passage télé du coup en 2015 aussi, dans C'est dans l'air, tu me disais juste avant qu'on enregistre. Comment est-ce qu'on peut devenir expert à 23 ans d'un sujet au point d'être invité à passer à la télé sur ce sujet? Alors à l'époque, là, je travaillais pas sur l'industrie, je travaillais sur la montée des nationalismes en Europe. Ok. Et l'industrie est devenue aussi un vrai sujet dans le débat public depuis la pandémie. Et donc depuis 2020, avant on en parlait un peu, mais finalement beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à la réindustrialisation. Je pense que toutes les institutions essayent de faire un rapport sur les politiques industrielles ou la réindustrialisation. Donc, ça n'a plus du tout la même place et ça n'occupe plus du tout le même espace dans l'espace public et l'espace politique. La France a connu une désindustrialisation, il va falloir que j'arrive à le dire pendant une heure, celui-là quand même, massive ces dernières années. Pourtant, aujourd'hui, la réindustrialisation, c'est devenu un enjeu majeur. Donc, comme tu disais, depuis essentiellement la pandémie. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était trop dépendant d'autres puissances. On s'est rendu compte qu'on manquait de souveraineté dans notre production. On s'est rendu compte qu'on délocalisait une production, mais que du coup, on n'avait pas les moyens d'améliorer cette production qui était délocalisée. À quoi est-ce que tu affectes du coup les causes de cette désindustrialisation ? Alors, c'est la désindustrialisation. On peut dire en France, elle a commencé à la fin des années 70 et au début des années 80 avec plusieurs choses. Déjà, il y a eu le choc pétrolier, l'ouverture de nouveaux marchés, notamment en Asie. Et qui dit nouveau marché dit nouveaux lieux de consommation, mais aussi des travailleurs jugés disponibles à prix beaucoup plus compétitif que ce qu'il y avait en Europe. L'essor aussi des technologies de l'information et de la communication, la capacité à transporter en masse beaucoup de produits. Donc, on a eu une première vague de détournement du territoire. Donc, on a eu des délocalisations vers l'Asie. On a commencé aussi à en avoir vers l'est de l'Europe. Mais le phénomène s'est vraiment accéléré la fin des années 90, début des années 2000, notamment parce que des dirigeants d'entreprise, alors en France, on parle beaucoup de Serge Chourouk et d'Alcatel, mais il y a d'autres entreprises qui se sont même fondées sur le modèle prôné par Serge Chourouk, qui était l'entreprise sans usine, c'est-à-dire qu'une entreprise pouvait se concentrer sur les tâches de conception, de développement, tout ce qui finalement relève de la propriété intellectuelle, et sur le marketing, la diffusion des produits, et ne plus se concentrer sur les tâches de production qui étaient considérées comme à plus faible valeur ajoutée et que finalement on pouvait les confier à des tiers, et souvent à des tiers dans des pays à bas coûts salariaux. Et c'est ça, devenu le modèle majoritairement adopté aujourd'hui. Qui est un modèle majoritaire, et c'est aussi ça qui explique qu'on a des entreprises en situation de monopole. Par exemple, on parle beaucoup de
TSMC, qui est le leader mondial. Donc, TSMC, c'est une entreprise taïwanaise qui est le leader mondial de la production de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, on en retrouve partout. On en retrouve dans tous les produits électroniques, notamment, mais aussi dans les voitures, etc. Et quand des groupes se sont désintéressés, notamment des groupes américains qui produisaient du matériel informatique, se sont désintéressés de la production, eh bien, ça a été confié à des acteurs comme ça qui sont capables de produire pour le monde entier des produits. Et du coup, comme ils massifient la production, ils ont aussi des prix beaucoup plus compétitifs. Et ça crée des situations de monopole. Mais on a aussi des Foxconn qui sont implantés en Chine. Et puis, on pourrait le retrouver dans d'autres industries. On pense par exemple à un Shimano, qui est le leader mondial de la production d'un certain nombre de composants pour l'industrie du vélo. Et on retrouve d'autres acteurs comme ça dans toutes les filières. On en retrouve dans les productions de principes actifs, avec ce phénomène de concentration des productions dans quelques zones, quelques sites industriels, ce qui permet de massifier et d'inonder le monde entier. Et cette désindustrialisation, elle est aussi liée en Occident. Donc cette idée qu'on était dans un monde post-industriel, que finalement on n'aurait plus besoin de produire sur notre territoire, qu'on pouvait confier ça à d'autres pays parce qu'on savait créer de la valeur autrement. Des pays comme le Royaume-Uni, notamment avec Margaret Thatcher, ont vraiment fait le choix très fort de se désintéresser de l'industrie au profit de l'économie de services, et notamment tout ce qui était services financiers, et en même temps avec la volonté d'attirer des capitaux étrangers pour amoindrir les effets de la désindustrialisation. Et donc il y a beaucoup de fleurons britanniques qui ont été rachetés par des acteurs asiatiques, notamment des acteurs indiens. Et en donc France, là, c'est quoi? C'est automobile, automobile. Alors beaucoup dans l'automobile, aussi un peu dans la chimie. Mais il y a aussi eu des acteurs dans l'agroalimentaire, donc c'est assez diversifié et un mouvement assez large et qui s'inscrivait dans une vision de société. Et les Allemands ont fait un choix un peu différent, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont une base industrielle beaucoup plus solide que ce que nous avons, même s'ils sont en désindustrialisation depuis 2016. Mais quand on regarde le poids de l'industrie manufacturière, en France, c'est 10% de points de PIB. En Allemagne, on est à 17-18%. Et la moyenne européenne, c'est 15%. Donc la France est vraiment plus désindustrialisée que les autres. Mais c'est aussi lié, et ça c'est peut-être important de le répéter aux gens, c'est que l'Allemagne a toujours été un grand pays industriel. La culture de la France, même si on a eu des manufactures avec Colbert, et donc on a eu un développement de produits et de réflexion sur qu'est-ce qui faisait notre indépendance, qui sont devenus ensuite la manufacture des glaces, c'est Saint-Gobain aujourd'hui. Donc on a un certain nombre de grands groupes français qui sont liés à cette histoire-là. Mais en même temps, on reste aussi un pays très agricole et avec une culture administrative très forte. Et une culture de l'idée aussi. Voilà, moins une culture industrielle peut-être que les Allemands. Et donc la France est pourtant aussi un grand pays d'innovation. En tout cas, elle l'est peut-être moins. Mais beaucoup de biens qui, quand on pense industrie, on pense aux trains, aux avions, même au nucléaire, sont des inventions françaises, ou en tout cas des choses liées à l'indépendance de la France. Ce sont aussi des très gros systèmes industriels français. Une de mes questions, c'était pourquoi est-ce que la France a plus tourné le dos à son industrie que l'Allemagne? Mais en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que l'Allemagne est en train de tourner le dos à son industrie, mais c'est juste plus tardivement. Et c'est plus complexe que ça, je pense. Il y a un double phénomène. Premier phénomène, et c'est ce qui l'a amené à réagir en mettant en place son programme Industrie 4.0, c'est que l'Allemagne, elle s'est rendue compte que ce qui faisait ses marchés forts et qui lui permettait d'exporter fortement vers la Chine, donc robotique, machine-outil, voiture, sont des terrains de jeu sur lesquels la Chine a remonté les chaînes de valeur et a commencé à devenir aussi compétitive qu'elle, voire plus innovante dans certains domaines, puisqu'aujourd'hui, les Chinois, même si on peut émettre un certain nombre de critiques sur leur véhicule et qu'une BYD est peut-être pas comparable avec une Mercedes ou une BMW, mais ça, je suis pas une experte en automobile, donc peut-être que quelqu'un me contredira. En tout cas, les Chinois sont en véritable maîtrise sur toute la technologie de base des véhicules électriques, à savoir tout le bloc batterie, avec une maîtrise de la chaîne de valeur, d'approvisionnement des composants, de fabrication des cellules, d'assemblage des batteries et une bonne maîtrise de la chimie, avec une avance qu'on n'a pas en Europe, puisqu'aujourd'hui, on est en train de voir comment on réimplante ces gigafactories et comment est-ce qu'on arrive à recréer le marché, la fabrication en Europe pour le marché européen. Donc, l'Allemagne s'est fait prendre un peu au piège sur ces marchés cœurs. Et d'ailleurs,
c'était très difficile d'avoir des discussions à l'échelle européenne entre la France et l'Allemagne sur ces questions-là, puisque la France, avec 10%, une industrie qui pèse 10% de points de PIB, une balance commerciale largement déficitaire, entre moins 90 et moins 100 milliards d'euros, alors que l'Allemagne a une balance commerciale excédentaire. Quand on disait il faut prendre des mesures anti-dumping contre la Chine, l'Allemagne n'allait pas dire oui, alors qu'elle avait un marché important avec la Chine et que finalement elle pouvait accepter d'importer des produits avec la Chine parce qu'elle en exportait aussi beaucoup. Et donc aujourd'hui, elle est en train de perdre des parts de marché sur ces sujets-là. Et la deuxième chose qui se passe, et là c'est plutôt depuis 2022 en Allemagne, c'est que les Allemands ont fait des choix énergétiques avec la sortie du nucléaire et se tourner massivement vers les énergies renouvelables, mais en gardant aussi une dépendance très forte au gaz, et notamment au gaz russe. Et au moment où il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien, les Européens ont perdu progressivement l'accès au gaz russe, donc un produit qui était à un prix relativement compétitif, pour aller chercher d'autres sources d'approvisionnement, mais nécessairement moins compétitives parce que on avait des pipes directement presque de Russie, alors que là, il fallait recréer des terminaux pour livrer le gaz sur le territoire européen. Donc, ça a pris un certain temps de se rééquilibrer. Et aujourd'hui, l'énergie, de toute manière, plus chère en Europe qu'ailleurs. Donc, l'Allemagne, elle paye très cher sa dépendance au gaz russe. Sa dépendance énergétique, oui. Mais l'industrie reste un sujet central pour les Allemands. Les Allemands, ils ont une chance par rapport à nous, c'est qu'ils ils sont en situation excédentaire sur le plan commercial, ils sont faiblement endettés. Donc, s'ils sortaient de leur règle qui est liée à leur doctrine ordolibérale, de limiter très fortement le déficit et l'endettement en se disant il y a besoin d'une vraie politique de relance. Les infrastructures en Allemagne, elles sont dégueulasses. Donc, il y a de la capacité d'investissement là-dessus. Ils peuvent essayer de relancer la croissance par la demande interne, etc. Et ils ont une capacité de financement via de l'endettement qui est peut-être plus importante que nous, bien qu'un État peut s'endetter, mais donc ça leur donne des marges de manœuvre que nous avons peut-être moins s'ils veulent renforcer leur industrie. Super intéressant, c'est très dense. Une fois qu'on a dit ça, je comprends bien effectivement du coup les différents paliers de désindustrialisation des différents pays européens et pourquoi. Maintenant, c'est quoi en fait les effets concrets? Pourquoi est-ce qu'on se dit la désindustrialisation, c'est pas bon? C'est quoi les effets concrets de cette désindustrialisation sur notre transition écologique, sur notre souveraineté, sur notre dépendance? Tu as parlé un peu du gaz russe, effectivement. C'est quoi les effets délétères de ça? Quand on parle je vais répondre par l'inverse. Quand on parle de réindustrialisation, on considère 4 choses qui font qu'on se dit que la réindustrialisation, elle est importante pour une société. Et derrière, on peut se dire que ces 4 choses sont importantes, mais on peut dire par exemple que l'une est plus importante que l'autre et donc on va pas essayer d'avoir les mêmes stratégies industrielles. Et de la même manière, c'est pas parce qu'on se dit il faut être souverain, l'industrie elle permet la cohésion sociale et territoriale, l'industrie elle permet de réduire notre empreinte environnementale quand elle est faite en France, et je vais revenir là-dessus après, et elle est une contribution au financement de notre modèle social. Ça veut pas dire qu'on définit exactement le projet de société qu'on veut et ce qu'on met derrière l'industrie, parce que le débat qui va se poser sur la question environnementale, c'est vraiment la typologie de modèle industriel qu'on souhaite, comment on les met en œuvre. Alors la première typologie, c'est passe d'un phénomène d'économie linéaire à une économie circulaire. Donc c'est aussi un changement dans les usages, dans les habitudes, dans les modes de consommation, qui peut avoir un impact sur les modèles industriels assez fort, puisque le principe fondateur de l'industrie, c'est massifier la production pour abaisser les coûts unitaires. Et à partir du moment où tu dis je vais faire des produits unique, où je vais faire plutôt des modes de vente à l'usage avec des services de location, des services associés, tu peux te dire que tu vas avoir moins de volumétrie de produits et tous les industriels ne pourront pas faire un service à l'usage ou à la demande. Mais si je reviens sur pourquoi l'industrie c'est important et qu'est-ce qu'on perd quand on se désindustrialise, la première chose, c'est la question de la souveraineté et de l'indépendance. L'industrie, c'est un moyen de maîtriser des choses sur son territoire ou d'avoir créé des partenariats stratégiques avec des pays avec lesquels on est alliés dans ce contexte-là et qui nous permet ainsi de réduire nos dépendances. Et la souveraineté, elle est en fait, dans le contexte actuel, c'est un facteur de puissance, mais c'est surtout un facteur de liberté. Ouais.
c'est la capacité d'avoir des marges de manœuvre, de choisir ce qu'on veut faire en tant que société, ce qu'on veut faire en termes de modèles qu'on veut imprégner, des valeurs qu'on souhaite défendre. Et c'est beaucoup plus facile de se dire qu'on souhaite défendre tel type de modèle de société quand on a une maîtrise des composantes essentielles pour notre société sur le territoire français ou le territoire européen. L'enjeu de souveraineté. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est un enjeu de cohésion sociale et territoriale. L'industrie elle est capable de créer des emplois sur l'ensemble du territoire, de manière peut-être plus importante en termes de création d'emplois indirects ou des emplois induits, c'est-à-dire on crée des emplois directs, ce sont les emplois dans les usines, mais les usines, pour vivre, elles ont besoin de composants, de sous-traitants, de services, qui donc vont créer des emplois indirects qui sont liés à cette activité-là. Et ces mêmes emplois indirects avec ces emplois directs vont consommer, payer la fiscalité, etc. Et donc créer des emplois induits, notamment les services publics, tous les commerces de proximité, etc. Et plus une entreprise a une stratégie d'achat locale, plus elle a un impact sur son territoire qui est fort et une contribution à la dynamique territoriale forte. Et d'ailleurs, dans la désindustrialisation, quand on voit, par exemple, une usine qui annonce sa fermeture, en général, il y a tout le tissu sous-traitant qui est impacté. De la même manière, quand on a vu au moment de l'Inflation Reduction Act, la loi de réduction de l'inflation de Joe Biden, et le fait qu'il a metté des subventions massives pour qui venait s'implanter aux États-Unis pour produire, donc avec des clauses de localisation, à la fois pour bénéficier des crédits d'impôt, mais aussi des aides pour encourager l'implantation de ces entreprises. On s'est dit, ça va être beaucoup des grands donneurs d'ordre qui vont se déplacer parce que c'est peut-être eux qui ont plus les moyens de le faire. Or, si les donneurs d'ordre se déplacent, en général, c'est toute la chaîne de sous-traitance qui trinque, parce que si vous étiez en France et que vous allez aux États-Unis demain, la probabilité que vous gardiez les mêmes sous-traitants est faible, ou alors vous allez demander aux sous-traitants de se déplacer. C'est exactement ce qu'a fait l'automobile dans les années 2000 avec les pays à l'est de l'Union européenne. Donc, c'est un impact sur le territoire qui est fort, et on a aussi de l'industrie dans les grandes villes ou en périphérie des grandes villes. On en a un petit peu partout. Et le troisième point, c'est la question de la préservation de l'environnement. Alors, on se dit souvent, industrie et environnement, c'est complètement antinomique. Alors qu'en réalité, ce qui est peut-être antinomique, c'est nos modes de consommation avec l'environnement, et donc l'industrie est le support de production, mais on peut tous s'entendre pour dire qu'aujourd'hui, la manière dont on consomme et on surconsomme n'est pas compatible avec l'environnement. Mais si on produit en France ou en Europe, on réduit l'empreinte environnementale. En fait, produire en France, c'est contribuer à baisser l'empreinte environnementale mondiale. Pourquoi ? Parce que déjà, on a des normes sociales et environnementales qui sont plus élevées. Donc, on ne produit pas exactement comme on veut, et on ne rejette surtout pas ce qu'on veut dans l'environnement. Donc, ça met un cadre contraignant qui fait que les activités sont quand même mieux disantes sur ce plan-là. L'autre chose, c'est qu'on a un mix énergétique en France qui est moins carboné. Alors en France et dans le nord de l'Europe, le nord de l'Europe, ils sont encore moins carbonés que nous, notamment parce qu'ils bénéficient de l'hydroélectricité et d'autres énergies renouvelables. En France, on a le nucléaire, qui est une énergie bas carbone, mais pas considérée comme renouvelable, mais qui fait qu'aujourd'hui, en moyenne, si on regardait à l'instant T, produire en France un kilowattheure d'électricité, ça doit être 25 à 30 grammes de CO2. Si je regarde la même chose en Allemagne, je dois être à 250 grammes. Et si je regarde la Pologne, je suis à 500 grammes. Et la Chine doit être proche de la Pologne parce qu'elle a quand même encore beaucoup d'énergie fossile, charbon, et notamment de charbon. Quasiment autour de 1 kilo. Donc c'est tout ça qui font que on peut se dire que produire en France, c'est mieux. Il y a des études qui l'ont montré, notamment une étude de l'INSEE d'octobre 2023. Je crois qu'il y a Rexecode qui a aussi fait quelque chose sur ce sujet-là. Donc, il y a des études qui vont dans ce sens-là. Mais reproduire en France, ça n'exonère pas de réflexion sur le modèle économique des entreprises. D'ailleurs, la réindustrialisation, la relocalisation d'activités est aussi un moyen de repenser les produits, de repenser les procédés industriels, de repenser les usages, avoir les bons dimensionnements de produits en fonction des usages qu'on en fait. Si on donne un exemple qui parlera à tout le monde et qui est un peu caricatural, parce qu'en plus, ça a un peu tendance à crisper le débat, c'est on a de plus en plus de véhicules lourds, notamment des SUV.
Mais dans l'absolu, en fait, on n'a pas tous besoin d'un gros véhicule pour se déplacer. Donc, à la fois, il y a comment on développe les mobilités collectives et les mobilités douces, mais aussi comment on peut aller sur des véhicules qui vont être plus petits, plus légers, moins consommateurs de ressources et qui permettent quand même d'atteindre l'objectif qui est de se déplacer. On a enregistré un super épisode avec Jérôme Zindi là-dessus, sur la nouvelle aventure mobile de l'ADEME, avec la création de véhicules intermédiaires, des micro-usines décentralisées sur le territoire qui permettent de produire des véhicules qui répondent vraiment à la demande locale. Et un débat qui est assez difficile, et je trouve qu'on peut donner un exemple d'entreprise qui illustre bien cette difficulté entre bouger les modèles, mais pas trop, parce qu'à la fois avoir raison trop tôt, c'est se condamner à faire à se cracher, et avoir raison trop tard, c'est la même chose. Donc c'est le bon équilibre, et comment l'industrie arrive, alors que c'est aussi des investissements lourds dans les unités industrielles, arrive à accompagner ces mutations de la société, voire à les pousser, à les faire accélérer. Mais c'est l'exemple de Kodak. Alors souvent on dit Kodak a fait faillite parce que Kodak a refusé les téléphones, le numérique, les appareils photo numériques. Et en fait, c'était pas ça le sujet, c'est que Kodak a été un des premiers à développer un appareil photo numérique, mais dans un contexte où l'argentique représentait une très très grosse partie de son business. Et donc c'était difficile de faire de la place et de maintenir le numérique quand on avait une vache à lait qui était l'argentique. Et donc au final, ça a fini par induire un mauvais choix. Mais si Kodak, au moment où ils ont sorti leur premier appareil photo numérique, ils avaient misé totalement là-dessus et pas du tout sur leur vache à lait, ils se seraient certainement crashés de la même manière. Et donc c'est comment est-ce qu'on doit aller à la fois très vite parce qu'on n'a pas le temps, mais on a une société qui est pas prête à bouger très vite. Donc c'est un bon exemple d'ailleurs, Kodak qui revient en force justement avec des appareils photo jetables. Comment est-ce que tu intègres ça dans ce mix en plus? Alors je crois que tout ce qui est jetable est une mauvaise nouvelle par essence, mais c'est toute la schizophrénie de notre société en fait. Je trouve que la période actuelle elle est très intéressante là-dessus. On a maintenant 3 semaines. L'Europe a présenté son Clean Industrial Deal avec la question de la norme CSRD sur le reporting des entreprises. Alors, je comprends les charges sur le reporting, trop de reporting, parce que quand on fait du reporting, on n'agit pas forcément, et il y a de la complexité, il y a sûrement de la recherche d'efficience dans le suivi de ces sujets-là. Mais il y a aussi un petit côté qui est le back to business, qui est assez terrible. C'est qu'on sait qu'on doit changer les choses, mais en même temps, on est dans un contexte où la Chine sait qu'elle va atteindre son pic d'émissions dans, je crois que c'est 2030. En tout cas, elle ne l'a pas atteint, donc elle va continuer à installer. Ils ont annoncé qu'ils allaient l'atteindre en 2027 ou 2030, je sais plus. Ouais, j'ai un doute, mais en tout cas, la certitude est qu'ils ne l'ont pas atteint et qu'ils vont l'atteindre, mais qu'ils continuent du coup à ouvrir des centrales à charbon. On a ce qui se passe aux États-Unis avec le gaz de schiste, dont on sait que le bilan environnemental est absolument désastreux, à la fois pour les émissions de gaz à effet de serre, mais la contamination des eaux de source, l'impact sur la biodiversité locale, le fait que ça remet pas en cause le modèle de massification, parce que tant qu'on a de l'énergie à ce prix-là, on continue à massifier, et se dire les changements sont très durs. Et là on est un peu sur un retour de se dire mais finalement, c'est la petite musique qui monte, c'est finalement est-ce que l'Europe va pas trop vite, est-ce que l'Europe ne va pas trop loin, est-ce qu'elle n'a pas tort de le faire? Et je crois que l'Europe n'a pas tort de le faire. Là où elle peut avoir tort, c'est qu'elle fait des usines à gaz et elle n'impose pas de réciprocité aux gens qui rentrent sur le territoire européen, enfin produits qui rentrent sur le territoire. Bien sûr. Voilà, mais métaphorique. Mais aujourd'hui, des produits qui ne sont pas produits dans les mêmes conditions environnementales et sociales que ce qu'on a en France peuvent rentrer sur le territoire sans être sanctionnés. Et donc on veut changer, mais en même temps, on crée des biais de compétitivité, ce qui rend encore plus difficile le changement. Si on reprend là, donc ce qu'on a dit, il y a 3 critères que tu as mentionnés qui montrent l'intérêt d'une relocalisation. C'est 1, la souveraineté, l'indépendance. 2, c'est le lien entre industrie et écologie, qui finalement en fait fait que si on produit localement, a priori, avec nos normes et notre capacité de production décarbonée, on a une meilleure empreinte. Le 3e, c'est le tissu social et la création d'emplois, direct, indirect. Ok, donc on relocalise, d'accord. On a dit qu'il fallait aussi qu'on choisisse ce qu'on veut relocaliser, parce que ça sert à rien de rapatrier des choses sur lesquelles on est déjà en surconsommation, superflu. C'est quoi les industries principales sur lesquelles il faut qu'on travaille, sur lesquelles
qu'il faut faire revenir en France ou même en Europe, parce que du coup, on essaye de créer ce champion, notamment sur la partie batterie, énergie, production d'électricité. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse revenir en priorité ? Alors, je suis assez convaincue que le débat se passe à l'échelle européenne et pas uniquement à l'échelle française, dans le sens où il y a certaines industries où ça peut avoir un intérêt de les produire pour desservir le continent européen. On pense notamment à toutes les productions pharmaceutiques et notamment tout ce qui est fabrication de principes actifs. Et dans ce cas-là, il est intéressant d'avoir un équilibre des productions pour pas avoir une concurrence entre les États membres, en fait, pour relocaliser la même chose, parce que ça entraîne de la dilution de moyens financiers, de moyens humains, et ça augmente le risque de défaillance de ces entreprises. C'est-à-dire que si tous les États européens veulent attirer les mêmes activités, au final, il y a peu de choses qui arriveront à émerger parce que les tailles de marché national ne sera pas suffisant. Et ça, c'est un vrai travail. Donc, il faut créer des champions. Il faut créer des champions, en tout cas des entreprises, des sites industriels qui sont capables de desservir le continent européen ou une partie du continent européen dans des domaines critiques comme la santé, la chimie. Pourquoi aussi c'est important de préciser dans tous ces domaines santé-chimie, c'est que les sites industriels de ce type-là sont en général des sites très intensifs en dépenses d'investissement, avec des opérations de maintenance qui sont assez lourdes, qui fonctionnent de manière continue, et l'absorption des coûts fixes. Donc les coûts fixes, c'est tout ce qu'on paye, même si on ne produit pas, donc les salaires, le foncier, une partie de fiscalité, etc. Mais après, il y a plein d'autres industries qu'on pourrait imaginer distribuer sur le territoire en fonction des besoins locaux. Mais là, ce sont des choix aussi de société en fonction de ce qu'on veut fabriquer, le prix qu'on est prêt à donner aussi aux choses, accepter que y a un surcoût parce qu'on va sur des productions en plus petite série pour éviter la surproduction, le fait de jeter, parce qu'il y a énormément de produits aujourd'hui, notamment dans l'électronique, qui sont jetés avant même d'être utilisés, des produits qui sont jetés neufs. Donc c'est une véritable absurdité écologique. Donc on peut repenser ces schémas-là. Et après, sur l'industrie, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se dire mais il faut être souverain sur la mobilité, il faut être souverain sur la santé, il faut être souverain sur l'alimentation, etc., etc. Il y a plein de domaines où on a besoin d'être souverain. Donc déjà, c'est quoi la limite entre être souverain et être protectionniste, avoir un marché fermé et être indépendant? Il y a deux choses, c'est qu'on peut décider de produire sur le territoire et après on peut aussi décider d'interdire des étrangers de produire un bien sur le territoire parce qu'on estime qu'il est stratégique pour notre indépendance. Et c'est notamment ce que fait la Chine elle l'a fait dans le domaine des télécommunications. Les acteurs étrangers ne pouvaient pas s'implanter en Chine parce que c'était jugé comme stratégique, et donc ça a permis de créer une entreprise comme Huawei qui a une situation quasi monopolistique en Chine. Nous, aujourd'hui, on n'a pas du tout cette culture-là en Europe. On ne ferme pas un marché parce qu'on le juge stratégique. On pourrait estimer le faire. La Chine ferme. Les États-Unis ont des trucs qui est plutôt l'extraterritorialité de leurs droits, et avec des normes comme les normes ITAR. Les normes ITAR, c'est ce qu'on a dans le domaine de l'armement, où si un composant fabriqué aux États-Unis est estampillé comme ITAR, s'il est dans un avion français, par exemple, parce qu'il y a la norme ITAR, les États-Unis peuvent faire bloquer une exportation. Pour des questions de désentente avec l'État vers lesquelles on voudrait exporter. Donc ça nous met dans une forme de dépendance. Donc ce que je trouve intéressant, c'est de regarder dans les chaînes de valeur quels sont les composants critiques à maîtriser sur le territoire. Ça va être certains principes actifs qui sont des domaines, des produits clés. Ça peut être aussi lié au fait qu'on ne sait, c'est des choses qu'on ne sait pas produire ailleurs en Europe, que c'est produit vraiment en dehors d'Europe. Donc on se dit, par sécurité, il faut maîtriser ces composants. Donc ça peut être des composants dans l'électronique, ça peut être des composants chimiques ou dans la pharmacie. Ça va être un certain nombre de produits dans l'agroalimentaire, que ce soit des protéines, de la fabrication de certains aliments. Et ça, c'est de le segmenter, de se dire ça, on veut le maîtriser. Ça, on veut le maîtriser, mais c'est maîtrisé en Europe, donc on n'a peut-être pas besoin de le faire. Ça, on ne saura pas le faire, mais il y a tel pays qui le fait, et c'est un pays avec lequel on a plutôt un ensemble de valeurs communs, donc on peut créer un partenariat stratégique. Et c'est vraiment cet exercice-là, parce qu'après, si on se dit, la souveraineté alimentaire, une fois que j'ai dit il faut qu'on soit souverain sur le plan alimentaire, on a tout dit et rien dit. Alors,
j'allais dire un exemple, mais je pense que je vais me fâcher avec la moitié de la population française, si ce n'est plus. Est-ce que c'est être souverain que de produire des chips sur le territoire ? J'adore les chips. Qu'on s'entende bien, et j'ai rien contre la production de chips sur le territoire. Et il y a toujours, quand on prend un exemple comme ça, il y a toujours un côté casse-figure, parce qu'on met toujours quelqu'un pas content. Mais sur les chips, vraiment, c'est le sujet le plus clivant qu'on ait, tu penses, en industrie. C'est pas le sujet le plus clivant, mais on peut être surpris des sujets clivants. Mais c'est la question, c'est est-ce que le sujet c'est de produire des chips, ou est-ce que c'est de produire tel type de protéines, notamment pour la nutrition infantile, etc. Et donc c'est là où on fait des choses. Et puis après, il y a continuer à produire des choses, même si on ne les juge pas comme stratégiques. On produit plein de choses sur le territoire qui ne sont pas forcément d'une importance vitale pour l'indépendance de la nation, et qui ont vocation à perdurer dans tous les contextes. Donc en fait, l'idée, c'est incentiver pour avoir des industries, pas comment on les appellerait, mais les industries nécessaires, essentielles. Mais alors, comment est-ce qu'on fait ? Il y a un plan qui s'appelle France 2030, notamment en France. Alors, je ne sais pas s'il y a un plan européen, d'ailleurs. Tu parlais du coup du plan industriel européen tout à l'heure. Ouais, c'est ça, que je connaissais pas. Mais du coup, France 2030, 54 milliards. Est-ce que c'est pas juste une goutte d'eau dans la vaste mer, dans le vaste océan de tout ce qu'on doit relancer ? Il y a plusieurs choses. France 2030, je pense que c'était un retour de l'industrie dans le débat public, et la volonté d'allouer des moyens à l'industrie pour réindustrialiser. Il date de quand, d'ailleurs, France 2030, c'est post-pandémie ou pré-pandémie ? 2021 ou 2022. D'accord, donc c'est effectivement après la pandémie. 2022, je pense. C'est après la pandémie, en fait. Pendant la pandémie, il y a eu France Relance, et France 2030 est le relais de France Relance, avec plein de choses. Il y avait produire 2 millions de véhicules électriques sur le territoire européen, relancer le programme nucléaire en France en construisant 10 EPR, et il y avait... Mais tu vois, 10 EPR, 54 milliards, ça me paraît complètement inconcevable de se dire que le plan général... alors c'est les investissements publics, évidemment, on parle d'une partie des investissements. Le financement du nucléaire, en fait, dedans, il y avait, dans France 2030, ce qui a surtout été financé, c'était pas tant les EPR, ça sont autre chose, c'était tout ce qui était... puis petits réacteurs nucléaires, le développement de startups qui font des petits réacteurs nucléaires, et donc soutenir ces startups-là pour soutenir leur développement. Ce qu'il y a, c'est que au départ, on se dit 2 millions de véhicules électriques, c'est un objectif qui est écrit, c'est peut-être cohérent avec la stratégie nationale bas carbone, etc. Mais plus on descendait et on prenait à la fin, c'était prendre toute notre part à l'exploration des fonds marins. Donc déjà, on était en termes de clairvoyance de ce qu'on voulait faire, on n'avait pas exactement le même niveau en fonction de tous les sujets dont on parlait. Et France 2030, il y avait la volonté de rapatrier des productions, mais peut-être qu'on manquait de vision de société sur ce qu'on voulait construire, pourquoi on voulait le faire, qu'est-ce qu'il fallait absolument soutenir en acceptant de perdre de l'argent, qu'est-ce qu'il fallait absolument pas soutenir parce que peut-être finalement non compatible avec nos enjeux environnementaux, et on n'a peut-être pas toujours fait ce prisme de réconciliation entre sujets environnementaux et sujets industriels. Mais l'autre chose de France 2030, c'est que c'est une des faiblesses dans notre stratégie de réindustrialisation, c'est qu'on veut réindustrialiser la France dans un contexte où tout le monde veut renforcer sa base industrielle. Tous les États européens, les États-Unis, la Chine veut se maintenir. Or, il y a forcément une question qui se pose, c'est que déjà la situation française, comme on l'a dit, n'est pas la situation du reste de l'Europe. La France est en déficit de balance commerciale, l'Europe est en excédent sur sa balance commerciale. Donc, on a déjà des capacités de production à l'échelle européenne qui sont assez importantes. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile de raisonner un plan au regard de l'état des traités actuels. Si on sortait de l'Union européenne, ce qui n'est pas ma préconisation, mais si on imaginait qu'on était dans une forme d'action en dehors de l'Union européenne, on pourrait très bien imaginer bloquer certains secteurs juste stratégiques, ce qu'on ne peut pas faire dans le cadre européen. Et d'ailleurs, les États européens ont énormément de mal à s'entendre sur des stratégies communes. Je trouve que l'exemple de la 5G était un très bon exemple. Alors, sans se dire est-ce qu'on est pour ou contre la 5G, il y avait des pays qui ne voulaient pas de Huawei,
notamment dans le nord de l'Europe, puisqu'il y avait des industries comme Nokia et Ericsson qui développaient la 5G. Il y avait de l'autre côté l'Allemagne qui disait oui à Huawei parce qu'il faut développer l'industrie 4.0, 5.0 et donc on a besoin de la 5G. Et la France qui était à l'échelle nationale, on parle pas à Huawei, mais à l'échelle de la région Grand Est, on parle avec Huawei parce qu'ils ont envie d'implanter une usine. Alors qu'on aurait très bien pu avoir une stratégie européenne autour de la 5G et dire la 5G c'est un sujet souverain, on ne craint que une entreprise proche d'un État avec qui on peut avoir des rivalités géopolitiques, stratégiques, qu'on a même qualifié de rival dans une communication de l'Union européenne. On estime que, au regard des enjeux stratégiques que représente la 5G, le marché et l'accès au marché est fermé aux entreprises non européennes. Ça aurait pu être une réponse. Alors, peut-être on est parti à 27 réponses à peu près différentes, donc ça ne crée pas d'uniformisation. Et d'ailleurs, c'est un des sujets en Europe, c'est qu'il n'y a pas, il y a une uniformisation et en même temps une uniformité. En même temps, quand on change de pays, les normes peuvent pas être exactement les mêmes. Et donc, chaque entreprise doit se réadapter aux Est-ce que aux la normes. récente unité de l'Europe face du coup aux États-Unis, à la Chine, à la Russie, ça permettrait d'avancer plus? Est-ce qu'il y a déjà des éléments qui ont avancé là dans les 3 derniers mois? Je Un pense, peu en urgence. Oui, ça avance, mais peut-être pas assez vite sur le fait de prendre des mesures de court terme face à l'urgence de la situation. Il y a encore trop de divergences d'intérêts des États membres. Donc, c'est compliqué de se dire que tout va se résoudre, même si ça va mieux que ça n'a été. La dernière chose sur l'Europe, c'est donc France 2030, on va peut-être revenir sur France 2030. C'est bien, mais ça aurait pu être mieux. On se questionne sur la question de la coordination à l'échelle européenne et comment est-ce qu'on évite d'avoir de la duplication de projets similaires avec de la perte de moyens. Mais on a quand même en fait un manque de questionnement sur comment on réindustrialise dans le contexte actuel, qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'on est prêt à faire évoluer notamment à l'échelle européenne, la doctrine, donc fermer des marchés qu'on juge sensibles, la réciprocité dans les clauses sociales et environnementales, c'est dire quand vous produisez en France, vous n'avez pas le droit de rejeter tout ce que vous voulez, tous les effluents industriels ne peuvent pas être rejetés sans traitement avant dans le milieu naturel. C'est pas le cas en Inde, donc est-ce qu'on tolère qu'un produit qui par sa fabrication contribue à flinguer la planète rentre sur le territoire, on se dit ça ne respecte pas nos normes, ça ne rentre pas sur le territoire. C'est mettre des clauses de localisation, dire si vous voulez bénéficier d'aide publique, vous venez produire sur le territoire européen parce que il n'y a pas de raison que ça ne profite ni à l'emploi ni à la fiscalité européenne autant que ça pourrait le faire. C'est des clauses de transfert de technologie. C'est-à-dire, on a pris ça, du c'était retard. ton idée clé dans le festival des idées de chaleur humaine. Il me semble que c'était ça, c'était ce mécanisme d'ajustement aux frontières. Ouais, alors sur le festival chaleur humaine, en fait. Aujourd'hui, en Europe, on a le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, la taxe carbone, qui est que sur des produits amont, donc l'acier, l'aluminium, les engrais, l'hydrogène et le ciment, les entreprises non européennes vont devoir payer une taxe à l'entrée qui est liée à l'évolution du marché carbone européen, dont un de tes invités a parlé. Sauf que ça ne concerne que ces produits, ça ne concerne pas les produits finis. Donc, si j'achète de l'acier en Chine, je suis taxée. Si j'achète une voiture chinoise qui contient de l'acier chinois, je ne suis pas taxée. Là, c'est un peu incohérent. Et donc, c'était de se dire d'avoir un mécanisme peut-être moins complexe et plus défensif. C'est-à-dire, par exemple, la Chine, pour produire de l'électricité, elle consomme plus de 70% de charbon. Enfin, son électricité est produite à plus de 70% grâce au charbon, en sachant que pour la production d'électricité, le charbon, ça doit être plus de 27% des émissions mondiales. Donc, se dire, on met une taxe proportionnelle à l'utilisation de charbon. Donc, si c'est 70%, on taxe à 70%. Ce qui fait que ça arrive dans tous les produits finis. Et donc, c'est sur tous les produits finis, c'est on le fait par principe et quitte à redistribuer en fait cet argent à la fois en Europe pour assumer la transition écologique parce que en fait il y a besoin d'investissements majeurs sur les sujets de transition écologique. Il y a à la fois et là on est vraiment dans un monde qui va devenir de plus en plus critique et barbare, c'est qu'à la fois il faut investir pour atténuer
le réchauffement climatique, donc changer les procédés industriels, changer les modes de consommation. Mais comme mondialement et même en Europe, on ne va pas assez vite, il va falloir aussi investir pour l'adaptation au réchauffement climatique si on dépasse les plus 1,5 degrés. Donc investir dans toutes les infrastructures, que ce soit les infrastructures de transport de l'énergie, que ce soit les infrastructures bâtiments, ponts, etc. Et ça, ce sont des investissements massifs dans un contexte, notamment pour la France, de fort endettement, de volonté de préserver le pouvoir d'achat et la compétitivité des entreprises. Donc c'est un triangle de l'inaction d'une certaine manière. Et donc se dire que si on taxe massivement, cet argent peut servir à la transition énergétique et écologique, et une partie peut aussi repartir vers les pays qui sont les premières victimes des conséquences du réchauffement climatique, puisque aujourd'hui on voit déjà un certain nombre d'îles et on a des exemples qui sont des territoires français, Mayotte qui est victime d'ouragans ou de typhons, et c'est des choses qui vont s'accélérer, et tous les petits territoires et notamment les territoires insulaires vont souffrir beaucoup plus vite et beaucoup plus fortement que nous du réchauffement climatique, et donc il y a aussi un transfert pour qu'eux-mêmes puissent adapter leurs infrastructures en fonction de... Donc c'est un jeu de vase communicant où le coût qu'on payait pas, donc parce que justement main d'œuvre moins chère, parce que on fait un peu moins attention au rejet dans l'environnement, etc. Bah en fait on le récupère derrière en subvention pour pouvoir développer notre activité, ce qui permet de niveler les niveaux de coûts de production entre des zones du monde où on fait moins attention et des zones relocalisées où on le fait plus. En tout cas, je pense qu'il y a une chose qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'aujourd'hui, on paye un coût économique d'un produit, on ne paye ni son coût social, ni son coût environnemental, et que ça ne va pas être tenable sur le temps long, et même si on... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus d'incidents climatiques, mais qui sont gommés par d'autres actualités. Et donc, on se dit que ça va aller. Donc, la réalité, non, ça ne va pas aller. Si on ne fait rien, ça ne va pas aller. Il y a des zones qui vont devenir invivables. Il y a des espèces qui sont nécessaires à l'équilibre de la biodiversité et qui rendent notre environnement soutenable, qui vont disparaître. Et on risque d'arriver dans des points de bascule avec des points de non-retour. Et tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à concilier tout notre développement industriel, mais qui doit nécessairement réduire très fortement son empreinte environnementale avec des activités. Et ça, c'est aussi une chose dans les choix qu'on doit faire, c'est qu'il y a des activités qui n'ont pas vocation à perdurer. Et c'est pas à moi de dire ce qui va perdurer ou pas, mais c'est en général des changements assez systémiques. Quand à chaque COP, on dit la fin des énergies fossiles, mais en fait, la fin des énergies fossiles, c'est repenser fondamentalement la société. On est vêtu de dérivés de pétrole. Les plastiques sont des produits dérivés du pétrole. Et il y a un certain nombre de choses dans notre quotidien qui n'existeraient pas sans le fait qu'on utilise du pétrole pour la mobilité. Donc, nécessairement, quand on dit ça, ça a un impact sur la société qui va être systémique et qui oblige à planifier, se dire, si je fais plus de vêtements avec des fibres plastiques, je vais prendre d'autres ressources. Alors nécessairement, il faudra consommer moins parce qu'on n'arrivera pas à produire autant de chanvre, de coton et que de je ne sais quelle autre matière que ce qu'on produit aujourd'hui en termes de vêtements. Mais c'est-à-dire il faut reconstituer la filière du chanvre, reconstituer la filière du lin, soutenir son essor le temps que ça devienne rentable, qu'on change nos habitudes. Et ce qu'on voit, c'est que même si on a des industries qui essayent de relancer ces filières-là, on a aussi des habitudes qui ne changent pas forcément. Alors, on peut dire que c'est la question du pouvoir d'achat. Je pense que c'est une chose, mais c'est aussi une simplicité de consommation aujourd'hui dont on ne se rend même plus compte des choses. L'autre jour, je vais donner un exemple, peut-être parce que les gens qui nous écoutent, ça fera écho chez eux et c'est pas sur un truc d'industrie lourde, de modification de process. J'ai dû m'arrêter dans une boutique pour récupérer un cadeau qu'on faisait à une amie pour son anniversaire. Je suis allée à la caisse pour payer. Il y a une file littéralement à côté de moi. C'est une marque de vêtements bien connue, je pense, des gens qui habitent à Paris, de gens qui ramenaient des vêtements, des personnes qui ramenaient 4, 5, 6 pièces pour certains qu'ils avaient dû recevoir par la poste. Alors là, il les ramenait, mais d'habitude, la reverse logistique, on l'a fait en camion. Ça, c'est un impact environnemental. On peut pas fonctionner comme ça. C'est pas faisable. Et
Et du coup, ça amène aussi à un questionnement de qu'est-ce que l'industrie peut faire, mais qu'est-ce que nous, on peut faire d'un point de vue psychologique pour se dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'accumuler autant de choses. Et déjà, si on prend conscience sur des petites choses, et même si je ne pense pas que les petits gestes font les grands bouleversements, on arrive à faire bouger un peu les lignes, à faire bouger des modèles et à créer des modèles alternatifs. On en revient de toute façon à toutes les conclusions de mes épisodes, qu'on consomme trop et qu'il faut d'abord réduire notre consommation et puis ensuite, la suite, on l'imagine sur le sujet qu'on traite dans l'épisode aujourd'hui, l'industrie. Est-ce que tu vois une amorce, un tournant dans la réindustrialisation? Est-ce que tu trouves que ça a avancé? Quels sont les signaux positifs qui montre qu'elle est possible et qu'elle est en train d'être en cours? Alors, c'est vraiment pas simple. Autant je vois des choses positives dans la décarbonation des industries, et notamment des industries lourdes, avec de la modification de mix énergétique pour passer par exemple d'une énergie fossile à l'électricité. Même c'est des projets qui se font sur le temps long et qui sont très corrélés au prix de l'électricité. Mais ça, on voit des choses sur la réindustrialisation. Je suis plus dubitative. Les derniers chiffres qui sortent montrent qu'aujourd'hui, on tend plutôt à fermer à nouveau plus d'usines qu'on en ouvre, qu'on a à nouveau de la destruction d'emplois industriels. À nouveau, parce que du coup, on a eu une sorte de backlash aussi là. 2017-2023, sans compter la période de la pandémie, on a créé plus d'emplois industriels qu'on en a détruits. C'était la fameuse phase du Made in France. Ouais, mais il y avait aussi une reprise de la demande, peut-être un contexte qui était différent. La Chine était dans une meilleure dynamique en termes de demande, l'Europe aussi. Là, aujourd'hui, on est dans il y a la conjugaison de plein de phénomènes. Une demande qui se tasse en Europe, une demande qui s'affaiblit en Chine. Donc la Chine cherche des nouveaux relais de croissance, notamment vers l'Europe, parce que le marché américain se ferme à elle. Les États-Unis qui pourront peut-être faire la même chose avec la volonté d'isolationnisme de Trump, un prix de l'énergie qui est beaucoup plus cher en Europe que ce qu'on a ailleurs, donc ça a un impact sur la compétitivité. Le prix de l'électricité, c'est 2 à 3 fois plus cher en Europe que ce qu'ils ont aux États-Unis. Alors après, ça dépend des États. Et sur le gaz, on est en gros à 40 € le mégawattheure en Europe, on est à moins de 10 € en Chine, donc tout ça sur les industries de base qui alimentent les autres industries, qui sont donc très sensibles au prix de l'énergie, ça augmente leur coût de production et ça se déporte sur toute la chaîne de valeur. Donc en ce moment, on est plutôt sur une phase de désindustrialisation. Donc, en ce moment, on est plus sur une phase on avait, je dirais, arrêté la désindustrialisation et on commençait à réamorcer une réindustrialisation. Aujourd'hui, on est mieux dans une phase de stagnation, voire à nouveau de destruction d'activité industrielle sur le territoire, mais parce que que c'est un sujet pressant depuis 3 ans dont on entend beaucoup parler. Oui, mais aujourd'hui, les Chinois ont une surcapacité de production dans tous les biens clés de la transition écologique, donc ils inondent sur le plan batterie, panneaux solaires, mais même sur d'autres produits. Les acteurs non européens font un dumping ultra agressif dans tout ce qui était les engins pour la manutention sur les chantiers ou dans les entrepôts. Les acteurs européens étaient plutôt présents et ne voyaient pas trop d'acteurs chinois. Aujourd'hui, les Chinois arrivent avec des prix qui sont littéralement du dumping. C'est-à-dire que une partie de ces acteurs européens connaît quand même, à mon avis, le coût de fabrication parce qu'ils peuvent avoir des usines en Chine pour le marché asiatique. Et aujourd'hui, les produits qui arrivent peuvent être en dessous de ce qu'eux connaissent. Donc, on est vraiment sur une agressivité très très forte et une difficulté de l'Europe à me répondre, puisque l'Europe, quand elle instruit un dossier de lutte contre le dumping, elle le fait a posteriori. C'est-à-dire que il faut montrer qu'il y a eu un phénomène de dumping pour que l'Europe sanctionne, alors que les Américains le font a priori, donc ça limite la casse. Donc il y a besoin d'accélérer ces procédures et quitte à prendre des mesures de blocage en disant il y a soupçon de dumping. Faisons l'enquête, vous ne pouvez plus entrer sur le territoire européen tant qu'on n'a pas résolu ça. Ça contrevient un peu à la doctrine européenne, mais derrière ça, parce qu'on se dit finalement l'industrie, ce sont des biens matériels, l'industrie c'est de la consommation, il y a beaucoup de mots négatifs. L'industrie, elle est aussi ce qui nous permet de vivre comme nous vivons actuellement. Alors, vivre dans le sens être soigné,
avec il y a dans le soin, il y a le génie, le talent et la connaissance des gens qui nous soignent, mais il y a aussi tous les équipements industriels derrière qui supportent les équipes de soins, à la fois la progression dans les thérapies et les produits de soins, dans les équipements pour réaliser les opérations, etc., etc. Donc l'industrie, elle apporte aussi énormément de confort, même s'il y a des excès qui sont liés à notre mode de consommation, mais elle peut être facteur de confort. Et dans tous les cas, elle est un facteur de puissance et d'indépendance, et donc de liberté. Elle est un facteur de création d'emplois. Et le débat qui se pose à nous aujourd'hui, pourquoi on veut une base industrielle, c'est pas pour consommer de la fast fashion à bas coût. C'est tout simplement pour avoir les marges de manœuvre pour décider de ce qu'on veut construire ensemble, d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, d'un point de vue de valeur. Et je crois que dans le contexte actuel, entre ce qui se passe en Russie, entre ce qui se passe aux États-Unis, la notion de liberté, et la vraie liberté, c'est la souveraineté, c'est de pouvoir s'autodéterminer, qu'elle soit individuelle ou collective, va avoir plus que jamais une très grande valeur. Et je crois que c'est ça qu'on doit poser à travers l'industrie. Si on devait conclure avec un mot, alors, si tu devais donner une mesure prioritaire, on en a donné quelques-unes, si tu devais donner une mesure prioritaire qui te semble réaliste et actionnable assez rapidement, ce serait laquelle ? Une mesure réaliste et actionnable rapidement, mais très très simple, mais qui va parler aux industriels et extrêmement aux grands consommateurs d'énergie, c'est pour tous ces industriels-là, aujourd'hui, bénéficient d'un accès réglementé au nucléaire qui leur permet d'avoir de l'énergie à 42 € du mégawattheure. Ce dispositif prend fin en 2025, et donc le prix va nécessairement augmenter, dépasser les 60 à 70 € du mégawattheure. Et donc, si on veut préserver ces industries qui sont finalement les mères de toutes les autres industries, il faut prolonger l'Arenh, le temps de trouver un dispositif. Donc c'est un dispositif existant qu'il faut prolonger. C'est un dispositif existant qu'il faut prolonger, sûrement l'améliorer parce qu'il a quelques défauts, peut-être le restreindre dans qui a accès, mais en tout cas, ce dispositif, il faut le prolonger. Et puis après, il faut très rapidement, et ça, je pense qu'on peut le faire aussi assez rapidement à l'échelle européenne, mettre de la réciprocité dans les normes. C'est pas normal d'accepter que rentrent sur le territoire des produits qu'on n'accepterait jamais de produire dans les mêmes conditions chez nous. Et il faut qu'on soit responsable. La délocalisation, la désindustrialisation, c'est aussi avoir confié notre responsabilité environnementale à d'autres. Et aujourd'hui, l'heure est de renouer avec notre responsabilité. On veut consommer comme on le fait, mais assumons d'en accepter au moins les conséquences sur le territoire et de ne pas le faire reposer sur l'épaule d'autres qui ont peut-être moins moyens ou moins la conscience de l'urgence à changer les modèles. Mais écoute, merci beaucoup. J'en retiens plein de choses de cet épisode, notamment que l'énergie est quand même la base de toute notre capacité à produire de façon soutenable, j'ai l'impression. Soutenable, mais aussi débridée d'une certaine manière. Oui, aussi, voilà. Merci beaucoup pour ta présence, malgré la maladie, dans The Big Shift aujourd'hui. C'était un super épisode. Si vous êtes encore là, les auditeurs, merci beaucoup pour votre présence. Et puis surtout, vous êtes nos auditeurs préférés si vous avez passé 1 heure avec nous. Donc n'hésitez pas, là, c'est le moment pour aller mettre 5 étoiles, pour nous laisser des commentaires, m'envoyer des petits messages sur LinkedIn, sur Instagram. Vous pouvez contacter Anaïs aussi sur LinkedIn si vous souhaitez. Elle est très chargée, mais elle a que 180 messages dans sa boîte mail, donc elle en prendra quelques-uns supplémentaires. Oui, je prendrai le temps d'y répondre. Il ne faut pas être pressé sur les délais. Je réponds, mais il ne faut pas être pressé. C'est ça le message. Donc voilà. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et je vous dis à plus. Salut Anaïs. Bonne journée. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.